Bonjour à tous, je crois qu'on a un horaire extrêmement contraint. Si on veut se réserver quelques minutes après les brillantes interventions des trois personnes qui vont monter sur scène, ce serait bien qu'on puisse démarrer de suite. Donc Anne-Sophie Grave, l'actuelle patronne de CDC Habitat, Stéphane Dauphin, Stéphane Dauphin, aujourd'hui directeur général d'une grosse filiale d'Action Logement en Ile-de-France, Séquence. Et puis Marcel Rogemont, qui est président de la Fédération des offices HLM. Donc on a un formidable casting. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est formidable. D'abord parce que je suis absolument pour rien. C'est Bâti Actu qui a monté cette table ronde. On n'a que 3 intervenants, donc on va peut-être essayer de faire tourner la parole plus facilement. Donc 40 minutes, ça ne laisse pas beaucoup de temps à chacun pour s'exprimer. Je vais prendre quand même 2 minutes pour resituer les choses. Vous avez vraiment des intervenants qui connaissent les sujets et qui représentent chacun à sa place, tant par son parcours professionnel que sa position actuelle, les plus gros acteurs. Alors, on peut commencer par Anne-Sophie Grave, dont le parcours, la plupart d'entre vous peut-être le connaissent, qui est aujourd'hui la directrice générale, enfin la présidente du directoire de CDC Habitat. Alors, 2 mots sur CDC Habitat, c'est le bras armé de la Caisse des dépôts en matière de logement et qui a notamment en son sein CDC Habitat Social, donc une grosse SA d'HLM c'est un peu le retour de la SIC en quelque sorte, hein, qui a fusionné les anciennes SA d'HLM ESH du groupe, Adoma, que vous connaissez peut-être, où les anciens se rappellent de Sonacotra, et tout ça, ça pèse à peu près 500 000 logements, avec une particularité, c'est récemment un effort vers le logement intermédiaire, qui est assez nouveau dans le secteur. Anne-Sophie Grave a été, il y a peu de temps, un bref passage chez Action Logement, en étant la directrice générale du champion d'Action Logement qui était I3F. Donc c'est pour dire qu'on a quelqu'un qui connaît le secteur. Je passe à Stéphane Dauphin parce que c'est assez drôle aussi, parce que lui, il est le patron actuellement de Séquence. Séquence, c'est le champion d'Action Logement en Ile-de-France. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être 125 000 logements à peu près. 150. Bon, ouais. Ah, 105. Bon. Sur le site, on m'a dit 125 000 logements, il y a peut-être autre chose. Et ce qui est marrant, c'est qu'une partie de ce patrimoine, il provient d'un mouton à 5 pattes, un office public interdépartemental, dont Anne-Sophie Grave a été numéro 2, je crois, ou directrice de la construction. Vous n'avez pas du patrimoine de l'Aupivoie, chez Séquence? Vous aviez même oublié ça? Si, il y a du patrimoine de l'Aupivoie. Non. Voilà. Bref, ils se sont croisés. Et donc, Stéphane Dauphin, lui, a été, j'allais dire actuellement, non, tout récemment, donc patron de Séquence, a été, pendant ces dernières années, le directeur général du premier office de France, Paris Habitat. Là, je ne me trompe pas. Voilà. Combien de logements, Paris Habitat? Ah, c'est ça, les 125 000, je confondais avec Séquence. Bon. Et puis on a Marcel Rogemont, dont les équipes m'avaient téléphoné en me disant, mais moi je suis pour rien, me disant, mais quand même les ESH sont surreprésentés. Ben, vous voyez que non, puisque vous avez des gens qui ont travaillé dans les offices et qui, pour en tout cas Stéphane Dauphin, était le patron du premier d'entre eux il y a encore, mais vraiment quelques jours, hein, je crois que c'est 3 mois, quelques jours. Bon, enfin Marcel Rogemont, que vous connaissez peut-être en tant que président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Il a été évidemment président de son office qui s'appelle Néotoa aujourd'hui, qui est l'office, on va dire pour faire simple, du département d'Ille-et-Vilaine. Il a été aussi dans son parcours un élu local, quasiment 20 ans, mais il me l'a rappelé tout à l'heure, adjoint au maire de Rennes. Et il a un peu défrayé la chronique dans le petit Landerneau dans lequel nous évoluons, en étant celui qui avait refusé de signer récemment le pacte d'engagement des 250 000, j'allais dire les fameux 250 000 logements sociaux qu'Emmanuel Vargon voulait lancer, dont tout le monde savait bien qu'on ne les atteindrait pas, mais personne pensait qu'on n'en serait même pas à 100 000 aujourd'hui, c'est ça, hein, je crois. Donc vous avez un panel tout à fait intéressant. On va commencer par... je vous propose de poser 2 questions. La première, c'est leur analyse de la situation aujourd'hui et de ce qu'ils pensent pouvoir faire eux-mêmes sur le terrain de la rénovation et essentiellement évidemment de la rénovation énergétique. Quand on parle de rénovation, alors la rénovation énergétique aujourd'hui c'est presque souvent, la question peut se poser de la reconstruction, c'est percuté
C'est un défi immense dont tout le monde avait conscience, mais c'est percuté aujourd'hui par une succession de défis que probablement on n'avait jamais connus. Jusqu'à, certains le disent en riant, jusqu'à la menace de la guerre aux confins de l'Europe, qui a des conséquences sur le prix des matériaux, très concrètement, par exemple, aujourd'hui. Donc la première question, je la formule ainsi, il y a tellement d'obstacles. Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, vous-même, dans votre organisation, faire aujourd'hui et vous projeter dans l'avenir, puisque RE 2020, c'est une chose, la montée en puissance de la rénovation en fonction du DPE, à supposer que le DPE se stabilise et qu'on soit bien d'accord sur cette échelle, comment est-ce qu'on peut y arriver, avec la perspective 2030, voire 2050, de la neutralité carbone. Neutralité carbone, on a tous à peu près une idée de ce que c'est, mais il y a quasiment personne, ou en tous les cas quasiment aucun secteur aujourd'hui, qui puisse dire « je le fais ». Donc le logement social, c'est une machine que l'État et que la puissance publique peut mettre en route beaucoup plus facilement que dans le parc privé. Et donc les grands acteurs que nous avons ici vont pouvoir nous dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Et surtout ce qu'ils font, car ils font tous des choses. Donc la parole est à vous, Madame Grave. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc sur la question, effectivement, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en ce qui concerne le groupe CDC Habitat sur la réhabilitation thermique, nous sommes plutôt très avancés en réalité, puisqu'il nous reste moins de 1% de patrimoine en FEG à traiter. Donc je rappelle, FEG, c'est les échéances gérées à très court terme. Et si on regarde l'échéance à horizon 2034, qui concerne les logements en étiquette E, nous aurons de l'ordre de 9% de logements à traiter. Donc on considère qu'aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne notre groupe, c'est tout à fait faisable. Avec effectivement l'inconnu des nouveaux DPE qui risquent de déplacer quand même quelques catégories. Mais néanmoins, notre estimation, c'est que même si ça a déplacé quelques catégories, peut-être que nos moins de 1% en FEG deviendraient de l'ordre de 3%. Donc c'est tout à fait aujourd'hui abordable. J'ajoute que lorsqu'on regarde l'étiquette moyenne énergétique du parc, alors je parle de CDC Habitat et CDC Habitat Social, donc c'est un périmètre de l'ordre de 300 000 logements. Aujourd'hui, notre consommation énergétique moyenne sur ce parc est de 137 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, ce qui veut dire qu'on est passé en C, ce qui est plutôt effectivement une belle performance. Alors, je poursuis mon propos, puisque dans la présentation du groupe très complète que vous avez faite, nous avons aussi géré un réseau de partenaires, d'organismes de logements sociaux partenaires. Ça, c'est un peu la conséquence de la loi Elan qui a amené un certain nombre d'organismes de moins de 12 000 logements, soit à se regrouper dans le cadre de sociétés de coordination, soit à s'adosser à des groupes. Et donc, nous avons ce réseau de partenaires qui représente de l'ordre de 300 000 logements. Quand on regarde dans ce réseau de partenaires, effectivement, ce qu'il en est pour eux, en termes de photographie, aujourd'hui, on est plutôt à 4% de patrimoine en FEG restant à traiter. Et donc, nous, on vient en fait les accompagner aussi bien en moyens financiers qu'en appui technique pour pouvoir mener à bien ces réhabilitations thermiques sur les FEG. Et sur les E, on est plutôt sur ce périmètre-là de l'ordre de 15%. Enfin, je vais encore un petit peu plus loin dans le périmètre du groupe, puisque nous avons aussi dans le périmètre du groupe une ESH qui s'appelle Maison et Cité, qui est sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc ce sont les anciens logements des mineurs, des maisons en bande. Et là, par contre, on est sur un patrimoine très énergivore, puisque cette ESH fait de l'ordre de 60 000 logements, et il y a à peu près de l'ordre de 20 000 logements, en fait, énergivores à réhabiliter. Effectivement, c'est des réhabilitations plus compliquées puisqu'on est effectivement sur de la maison en bande. C'est plus compliqué à faire que quand on est sur un collectif. La question qui se pose à nous aujourd'hui par rapport à ces résultats dont on pourrait se dire finalement ils sont très bons et donc on n'a pas vraiment de sujet. Moi, je souhaiterais introduire le sujet de l'énergie parce qu'effectivement ça c'est la consommation énergétique et il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre, qui sont aussi maintenant le deuxième indicateur que nous allons devoir faire progresser. Et là, clairement, on est plus loin. Et aujourd'hui, avec, tout à l'heure on a parlé de la RE 2020, mais on va l'avoir aussi sur le parc existant. Aujourd'hui,
Nous, en ce qui concerne notre parc, il est chauffé à 60% en gaz. Voilà. De l'ordre d'un peu plus de 20%, c'est un raccordement des réseaux de chaleur urbains plutôt vertueux en général, d'un point de vue du recours à des énergies renouvelables, et puis 17% l'électricité. Donc aujourd'hui, l'enjeu qui est plutôt devant nous, effectivement, c'est la décarbonation de nos sources d'énergie, la diversification de nos sources d'énergie et l'accélération en fait, du recours à des énergies renouvelables. Donc en tout cas chez nous, on est en train de déplacer un peu le sujet vers cette question de l'énergie. Donc voilà un peu en introduction ce que je peux dire. Et comment est-ce que vous y arrivez concrètement? C'est-à-dire, c'est un objectif que vous fixez, vous dégagez les moyens, vous faites des audits, j'imagine qu'ils ont déjà été faits, mais c'est plutôt sur la praticabilité. Comment est-ce que vous avancez sur ce terrain? Sur la question de l'énergie ou sur le... Pour aller au-delà, je dirais, de la règle de la mise aux normes des F et des G que vous avez recensées. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, vraiment la partie réhabilitation thermique, et ce qui veut dire aussi qu'on a quand même acquis des savoir-faire importants compte tenu des volumes traités. Donc pour nous, n'est pas un sujet qui nous inquiète, même si vous avez dit effectivement il y a un peu deux échéances en 2030-2050, et le fait de dire voilà on doit être en BBC en 2050 réinterroge une classification de patrimoine dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui sont les C et les D qu'on aura à ramener en B. Mais c'est une deuxième étape qu'on abordera, je dirais, après 2030. En ce qui concerne l'énergie, c'est vrai que la question, si vous voulez, elle a quand même émergé de manière extrêmement brutale et récente via les conséquences de la guerre en Ukraine actuelle et de l'augmentation extrêmement rapide et forte des coûts de l'énergie qui nous oblige, je dirais, à nous reposer les questions qu'on se posait déjà, mais à accélérer, je dirais, très fortement sur cette question-là. On voit bien, de toute façon, il y a la question de l'indépendance énergétique, mais comment nous aussi, bailleurs sociaux, on contribue à ces sujets. Donc nous, on est en train, effectivement, de travailler à revoir, je dirais, notre process de réhabilitation et à réadresser sur chacune des opérations cette question de l'énergie. Comment on peut aussi arriver, en même temps que la réhabilitation thermique, à transformer, effectivement, les modes de recours, les modes de chauffage, tout simplement. Merci, je voyais Stéphane Dauphin, opinion du chef. Peut-être plus précis, la même question, mais peut-être en précisant sur quelle est votre analyse de la situation et quelles sont les pistes que vous voyez. Vous avez vu, au fond, dans un grand office, tout récemment, qui est communiqué, je crois récemment, sur 260 millions d'euros sur la réhabilitation, et puis dans un grand groupe, avec des moyens différents, une approche pour le coup national. Voilà, si vous pouvez rajouter à votre vision actuelle, quelles sont les pistes que vous envisagez sur ces thèmes, puisqu'on vous nous aviez dit, lorsqu'on en a parlé avant, que vous envisagiez déjà de réfléchir au coup d'après, c'est-à-dire 2050 et la neutralité carbone. Tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non. Allô? Bon. Allô? Ça marche. Ouais. Je n'ai pas tout cassé. Juste avant de répondre aux questions, pour compléter ce que disait Anne-Sophie Grave sur la question de l'énergie, en termes par exemple de solutions assez pratiques, on regarde aujourd'hui, même sur des immeubles existants et pas forcément en développement, et en ce sens la région parisienne est plutôt bien fournie, à multiplier les raccordements au réseau de chaleur, qui ont un vrai boni en termes de possibilités de développement et donc d'amélioration de nos bilans carbone. Mais on vit aussi, à travers la question de l'énergie, des vrais changements de paradigme, notamment il y a encore quelques mois, vous disiez, je travaillais par un office qui était grandement financé par la ville de Paris, où on ne pouvait pas financer l'installation de radiateurs électriques parce que c'est de l'énergie nucléaire, je schématise, alors qu'aujourd'hui, il va falloir apprendre comment sortir du gaz. Donc on est aussi face à tous ces développements sur les modes d'énergie. On teste aussi, mais comme CDC Habitat et beaucoup d'autres bailleurs, l'autoconsommation, à mettre de l'ENR dans nos parties communes. Donc on embarque évidemment toutes ces questions de transition, notamment sur la question de l'énergie, et qui sont effectivement dans nos préoccupations quotidiennes, au-delà même du coût et de la période actuelle qu'on vit pour nos locataires. Plus globalement, aujourd'hui, le groupe Action Logement, et donc c'est 1,1 million 100 000 logements en France. Donc c'est la première foncière d'Europe en termes de logement. Donc il y a des enjeux effectivement de massification, mais aussi d'exemplarité, puisqu'on, notamment à travers les objectifs qu'on se donne avec l'État en matière d'atteinte des objectifs qui sont fixés par la loi. Et donc, par exemple, on est évidemment engagé
comme CDC Habitat sur l'éradication des étiquettes F et G. Notre objectif, c'est les derniers ordres de service passés fin 2023. Et le groupe nous a également donné aux 53 filiales comme objectif sur l'éradication des étiquettes E de devancer la loi qui est en 2034 pour ramener l'échéance à 2030. Et enfin, sur la transition bas carbone, on est là, le groupe, pareil, affiche une ambition d'aller vers un objectif à 2040 qui est évidemment très ambitieux, qui nécessite, on le sait, beaucoup de moyens, mais en tout cas, c'est celui vers lequel on tend et vers lequel on prépare nos rénovations. Et Anne-Sophie le disait très justement dans un de ses propos, c'est que la complexité aujourd'hui, c'est quand on attaque la réhabilitation de nos immeubles en étiquette EFG, c'est de se dire, est-ce que finalement on les sort en étiquette C ou D? Mais dans ce cas-là, il va falloir qu'on réintervienne dans 20 ans sur ces bâtiments pour préparer la transition bas carbone. Est-ce que ça a beaucoup de sens de revenir, ou est-ce qu'on embarque justement ces logements-là dès aujourd'hui dans des étiquettes A ou B? Alors c'est probablement plus facile quand on est sur du patrimoine des années 60, 70, 80, et moins coûteux, et ça je le vois aujourd'hui à travers Séquence. Effectivement, quand on parle du patrimoine qui est celui par exemple de Paris Habitat, ou quand vous avez 40 000 logements en HBM avec une très forte valeur patrimoniale, avec des façades qui sont classées, emmener ces bâtiments-là vers du A ou B, c'est quasi impossible, voire impossible. Et aujourd'hui même, ces réhabilitations, d'autant plus que la ville demande d'embarquer des réhabilitations du biosourcé, c'est des réhabilitations aujourd'hui à 80, 90 000, 100 000 euros au logement. Et encore, pour toutes, on n'est même pas sûr d'atteindre l'étiquette B. Donc voilà les objectifs qui sont les nôtres, avec, on le sait, parce que là, le groupe Action Logement nous met à disposition un outil très intéressant qui permet de nous mesurer nos bilans carbone. On voit effectivement aujourd'hui le poids de la construction dans nos bilans. La construction, dans une structure comme Séquence, c'est 52% des émissions de gaz à effet de serre. L'exploitation compte aussi beaucoup, donc il va falloir voir aussi comment on peut combiner des modes constructifs qui consomment de moins en moins de gaz à effet de serre versus aussi une exploitation qui est de plus en plus vertueuse avec toutes les solutions qu'on connaît et qu'on déploie dorénavant. Merci. On a une vision donc de groupes organisés qui ont essayé d'anticiper. Vous, Marcel Rogemont, vous avez récemment, avec la Fédération, commandé une étude qui a permis d'objectiver et pour la première fois peut-être mis entre les mains du public des chiffres, avec des milliards et des montants qui sont impressionnants. Et vous avez une vision, pour le coup, fédérale, c'est-à-dire la plupart de vos adhérents dépendent d'une collectivité, n'appartiennent pas à un groupe, et avec une granulométrie extrêmement large. Donc beaucoup de petits et de moyens. Comment est-ce qu'ils peuvent répondre à la même question? Je sais, oui. La première chose que je veux dire, c'est que, en tant que responsable d'un office, qui fait 22 000 logements, la première réaction qui a été la nôtre, c'est non pas trop de réfléchir, je veux dire, mais d'aller concrètement sur les actions à mener. Et nous sommes inscrits dans Energy Sprong. Et par rapport à cela, on a essayé de voir comment le process industriel pouvait se mettre en place. Alors on a fait 4 pavillons que j'appelais BBC, enfin ce que j'appelais BBC, c'est-à-dire Baba Cool, température intérieure et extérieure, c'est la même, quelle que soit la saison. Donc passoire thermique forte. En 3 semaines, on les a menés en passif, sans entrer dans les logements. C'était le projet qui a été fait et ce projet s'est réalisé. La seule intrusion qu'on a fait dans le logement, c'est de sortir les compteurs de façon à ce qu'ils soient traités à l'extérieur de la maison, des maisons. Ça, ce projet-là, on l'a mené jusqu'au bout pour voir un peu les problématiques que ça pouvait poser. Et la première chose qui arrive, c'est le coût, puisqu'on était à 110 000 euros par logement, ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup. Alors c'était heureusement, on n'avait pas encore transformé l'électricité en gaz, puisque pendant tout un temps, il fallait quand même transformer
le chauffage électrique en gaz, ce que l'organisme a fait pour 4000 logements. Et maintenant, on va les remettre en électricité. Donc ça va faire du business. Le produit intérieur brut va augmenter. C'est la première chose, c'est-à-dire d'être en contact direct avec les problématiques. De même, en tant que président de l'association régionale de Bretagne, nous nous sommes associés, ou plutôt nous avons suivi l'initiative de l'association régionale des Pays de la Loire pour massifier une demande de réhabilitation thermique sur un nombre de logements qui dépasse les 1000, enfin ça doit être 1500 ou 2000 logements, pour voir comment on pouvait traiter la question d'une part nous, et d'autre part les entreprises, pour voir comment les entreprises pouvaient répondre à une massification significative, puisque derrière il y a encore 6000 logements qui vont pouvoir être traités. Donc cette expérience-là bute sur la même question que tout à l'heure, c'est-à-dire, et tout à l'heure Stéphane abordait le sujet, le coût. On a réussi pour cette opération, mais cette opération est aussi à 110 000 euros la bête par logement. Et donc c'est des coûts très importants. À cela, et sur ces deux premières responsabilités, excusez-moi de parler par ça, je retiens aussi une autre chose, c'est que quand on met 100 000 balles pour rénover un logement, on tient compte un peu de ce qui s'est passé récemment, là, ces 2 dernières années. Les gens qui bossent chez eux, c'est quand même inadmissible. Et des gens qui voudraient vivre chez eux sans sortir de chez eux, c'est pas normal. Et donc il faut se poser la question, comment on va réhabiliter le logement, pas simplement thermiquement, mais aussi de lui donner un usage du XXIe siècle et non pas du XIXe siècle. Et donc ça veut dire que les enjeux que l'on a sont très importants. Et en tant que président de la Fédération des offices, j'ai demandé à Laurent Goya, qui est le directeur, je lui ai demandé d'essayer de comprendre ce que représentent les objectifs que la France s'est donnés, 2050, neutralité carbone, et puis récemment la loi climat et résilience, 2034 par exemple, pour les FGE, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et donc, on a fait faire une étude qui a été faite par je ne sais plus comment, et Carbone 4, pour essayer de voir un petit peu pour les 2 300 000 logements, savoir un petit peu ce que ça pouvait vouloir dire. Premier enseignement. Si on veut atteindre 2034, on a à peu près 400 000 logements qui sont GFE. Essentiellement des E d'ailleurs. Et si on veut en 2034 y arriver, on regarde d'abord ce que l'on fait actuellement. Ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on dépense 1 milliard sur la réhabilitation thermique chaque année. Si on ne change pas le 1 milliard par an, en 2050, on n'aura plus de EFG, on aura d'ailleurs même amélioré un peu plus que ça, mais on sera très loin des objectifs de la classification, et notamment pour les gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être simplement au fil de l'eau. Donc ça veut dire que quelle est l'ampleur de la marche ? Les études qu'on a faites montrent que si on veut être raccord à 2034, il faut multiplier par plus de 3,5 les investissements consacrés à la rénovation thermique. Et entre 2034 et 2050, il faut multiplier par 2 ce que l'on faisait jusque-là. En d'autres termes, il faut sortir de façon, là je vous ai parlé année après année, c'est-à-dire qu'il faudrait sortir 3,8 milliards actuellement là, sur les toutes premières années, puis après ça décline un peu. Vous parlez sur le parc social complet ou sur juste le parc des OPH? Pardon? Vous parlez du parc social complet? Je parle que de ce que je connais, c'est-à-dire les offices. C'est-à-dire uniquement, en gros, 45% du patrimoine HLM, quoi, à peu près.
40%, enfin peu importe. Je parle de cela. On a analysé, puisqu'il faut avoir les PSP, enfin les projets stratégiques patrimoine, il faut avoir tous ces éléments-là pour pouvoir mener une telle opération. Donc ça veut dire qu'on est en face uniquement sur l'aspect thermique, on est en face d'enjeux qui sont très importants. Et je pense que si ces enjeux sont très importants pour les 2 300 000 logements qui sont gérés par des offices, ça veut dire qu'à l'extérieur des offices, je parle, vous êtes propriétaire éventuellement de votre logement, etc., le gap est énorme. Ce qui veut dire que sur le plan politique, s'il n'y a pas un portage fort, mais on n'arrivera jamais à 2034 et 2050. Enfin, on y arrivera, mais dans quel état? Je veux dire, c'est le problème qui est posé. Et je pense que cette question-là, on doit se la poser collectivement. Et à titre personnel, en tant que président de la Fédération des offices, ce que je regarde uniquement, encore une fois, sur l'aspect thermique, sachant que quand on aborde la question thermique, on ne fait pas que du thermique. Hein, et donc, eh bien, ça veut dire qu'il faut des moyens supplémentaires. Vous avez embrayé sur la deuxième question, vous avez déjà répondu à la... Et vous avez ouvert, mais c'est très bien, et on a peu de temps, mais peut-être que sur ce que vous venez de dire, quelles sont les réactions d'Anne-Sophie Grave et de Stéphane Dauphin? C'est-à-dire, au fond, il y a ce que vous faites, mais il y a le contexte. Qu'est-ce que vous attendez, au fond, des pouvoirs publics, de la société? Quelle démarche? On voit bien que là, on nous parle d'argent et de portage politique. C'est simple. Il y a deux choses. Enfin, excusez-moi, sur votre question, je rebondis sur deux choses. Il y a le fric. Il faudra du fric pour faire ça. Et deuxième chose, c'est la structuration une industrialisation de l'acte de construire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous voyez bien, pour trouver des gens qui travaillent chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, sur les chantiers, c'est la croix et la bannière, surtout en Bretagne. Et donc, ça veut dire que si on ne va pas vers l'industrialisation de l'acte de construire, on aura de plus en plus de difficultés à construire, parce que personne ne voudra travailler sur les chantiers. Donc il faut bien que ça se passe dans des usines. Et donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire c'est une mutation profonde de l'acte de construire. Je ne parle pas des matériaux biosourcés, tout ça, etc., qui bien naturellement existent. Cette industrialisation, elle existe déjà, hein, elle est déjà largement, elle est déjà prise en compte, mais je pense qu'il faut aller nettement plus loin sur cela. Donc ça, c'est une question que nous devons, nous, en tant que bailleurs publics, nous devons essayer de forcer un peu cette adaptation industrielle. Et puis le deuxième point qui est côté argent. Si c'est un objectif fort de la nation, il faut que la nation y consacre les moyens suffisants. Ou alors, c'est des paroles en l'air. Vous avez dit tout à l'heure les 250 000. Pourquoi je n'ai pas signé le paplard des 250 000? Pour une raison simple, c'est parce que jamais une seconde, j'ai pu penser qu'on pourrait faire de 250 000 agréments en 2 ans. C'est pas vrai, on est à 94 000, vous vous rendez compte? Donc soyons sérieux. Si les choses sont importantes pour la nation, alors il faudra toucher le porte-monnaie. Après cet envolé, Stéphane Dauphin, quelle est votre, à la fois réaction à ce que vient de dire le président de la Fédération des OPH, mais peut-être aussi votre vision personnelle? Je sais que quand on avait parlé, vous avez souvent évoqué la question de l'incertitude dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et donc l'accumulation en quelque sorte des défis qui n'étaient pas forcément sur la feuille il y a encore quelques mois ou quelques années. L'incertitude, elle peut être aussi porteuse de... Si, ça marche? L'incertitude peut aussi être porteuse de... Ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Porteuse d'éléments plus positifs. Hein. En complément de ce qu'a dit Marcel Rogemont, on peut aussi se dire que l'innovation va continuer à nous accompagner. Hein. On sait, quand on regarde les fenêtres qu'on produisait il y a 30 ans et la performance des fenêtres qu'on produit aujourd'hui, on peut peut-être se dire que d'autres éléments composant nos logements et les matériaux pour les réhabiliter aussi s'amélioreront grandement. Moi, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est qu'on est tous, et là je parle toute famille confondue de l'Union sociale pour l'habitat, on est de toute façon face à un mur d'investissement. Hein. Aujourd'hui, collectivement, on rénove 105 000 logements par an. Pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait dès aujourd'hui en rénover près de 190 000 par an, et on estime que le montant des investissements, c'est 250 à 300 milliards
d'euros pour l'ensemble de la profession bailleurs sociaux pour atteindre cette neutralité. Et aujourd'hui, avec 105 000 logements par an, on arrive à la neutralité qu'en 2069. Donc le gap, il est d'une vingtaine d'années et il est aujourd'hui pas dans ce que nous demandent les pouvoirs publics. Moi, j'ai l'honneur aussi de présider à l'Union sociale pour l'habitat une des 6 commissions nationales qui s'appelle Transition et résilience du parc. Donc on réfléchit évidemment sur ces questions-là avec beaucoup de confrères bailleurs et avec l'appui des équipes de l'USH. Et en ce moment, on travaille sur l'élaboration d'un nouveau mode de financement pour justement embarquer ces réhabilitations sur une cinquantaine d'années avec des hauts niveaux de performance environnementaux, mais aussi qui traitent évidemment la question des usages, la question des communs et la question des locataires. Parce que je voudrais dire aussi un mot là-dessus, notamment vis-à-vis de nos locataires. On aura aussi un gros travail d'accompagnement, à la fois parce que faire tout ce volume de travaux, ça va évidemment énormément déranger dans le quotidien nos locataires pendant des années. On sait tous que la réhabilitation, c'est quand même pas la partie la plus facile de notre métier. Dire aussi, et j'ai relu ces jours-ci avec étonnement, il y a une étude qui a été faite en 2020 en Allemagne où ils avaient mesuré sur 340 milliards d'euros en 10 ans de réhabilitation du parc, avec des niveaux de performance assez importants, ITE, changement des fenêtres, VMC, mode de chauffage, ce que ça avait donné après ces 340 milliards d'euros d'investissement en termes de consommation énergétique. Et bien en fait, celle-ci est restée stable. Malheureusement, à la fois parce que toutes les réas n'ont pas été hyper performantes, mais aussi parce qu'on s'est rendu compte d'un effet rebond où en fait les locataires, les utilisateurs des logements n'ont pas, ont joué de l'effet rebond. C'est-à-dire, avant, si on chauffait à 20 degrés son logement pour une facture de X euros par mois, finalement, si on poussait le bouton à 22 pour les mêmes montants, on restait. Donc alors je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le contexte énergétique qu'on connaisse, je ne sais pas combien de temps durera l'envolée des prix de l'énergie, mais on est aussi face à ce travail énorme d'accompagnement, de changement des pratiques. Et puis également, on doit aussi, et je voudrais le dire, changer très fortement nos discours, même en tant que bailleur. Hein. Ça fait 40 ans depuis la Palulos qu'on va rénover des logements en expliquant que ça va baisser les charges, que ça va être formidable. Aujourd'hui, j'ai encore vu des documents de communication récents, mais qui dataient d'il y a 4-5 mois, où on expliquait que ça allait baisser les charges. Aujourd'hui, on ne peut plus porter ce discours. Avec l'envolée des prix d'énergie, la consommation, la performance énergétique de nos bâtiments, normalement, ça ne va plus faire baisser les charges de chauffage. Donc, c'est ce qui apporte aussi un degré de complexité supplémentaire dans l'acceptabilité. Mais moi, ce que je porte aussi auprès des équipes à Séquence, c'est il faut de plus en plus fortement, parce que c'est des questions qui reviennent maintenant de manière très forte, alors qu'on les entendait quasiment pas avant, c'est Vendée aussi la question du confort d'été, de la thermique d'été. C'est pas de bénéfice en termes de charges, mais vu les étés, les épisodes de canicule qu'on connaît, c'est aussi un élément très fort dans l'acceptabilité de ces travaux. Alors, tant qu'on ne coupe pas la lumière, on continue, on a dépassé l'horaire. Anne-Sophie Grave, vous avez une position escalité qui est particulière, c'est que vous êtes très très proche du principal financeur, on peut dire en quelque sorte de l'outil de l'État pour intervenir sur ces politiques. Est-ce que vous avez, non pas des informations, mais des choses à nous dire sur cette question du financement? Est-ce que selon vous, puisque vous êtes un peu en avance, on va dire, CDC Habitat a réfléchi à ces questions assez tôt, est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus, ou sinon, en tous les cas, à réagir aux propos de vos deux partenaires? Oui, je vais plutôt réagir dans un premier temps. Je pense que par rapport à ce qu'a dit Stéphane Dauphin, effectivement, ce qui est très important aussi, effectivement, c'est le travail qui est fait pour nos locataires. Évidemment, parce qu'on travaille à la fois pour la planète et puis pour nos locataires. Et c'est vrai que dans les réhabilitations thermiques que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui, on estime quand même que quand on fait une réhabilitation thermique, on fait une économie sur les charges énergie en termes de consommation de l'ordre de 30%. Dans le contexte actuel où on sait qu'on va devoir réduire de toute façon pour des raisons de source d'approvisionnement en énergie la consommation globale du pays, c'est quand même très intéressant de se dire que intervenir de cette façon-là aussi, voilà, ça va, je dirais, beaucoup moins sur les sources d'énergie. Alors c'est vrai que ça va être moins visible pour le locataire, mais si ça n'était pas fait, c'est quand même des charges énergie qui seraient 30% supérieures. Donc voilà, je voulais signaler ce point. Sur les questions de financement, qui ont été un peu aussi au cœur des échanges, alors moi je n'ai pas parlé en milliards, j'ai parlé au logement. Pour donner des ordres de grandeur, selon ce qu'on fait, selon qu'on ramène un logement FG, on va dire en D par exemple,
on va être, et en faisant les autres travaux, hein, pas que du thermique, on va être à une réhabilitation de l'ordre de 35 000 € au logement, voire 40 000 € au logement. Si effectivement on va jusqu'à B, voilà, on va être à des montants, ce qu'a dit Stéphane Dauphin, mais qui va être de l'ordre de 90 000 € au logement, donc on double, voilà, on double l'addition. Donc on voit bien que le sujet, il est là, c'est-à-dire que le sujet, il va être dans la stratégie que chacun des bailleurs va devoir porter pour atteindre en 2050 un objectif B, du patrimoine en B. Est-ce qu'on le fait en 2 fois, en se disant que, effectivement, je ne sais pas, de 2030, 35 à 2050, il y aura des innovations, il y aura d'autres sources d'énergie, et donc est-ce que dès à présent, il faut porter le patrimoine au maximum, sachant qu'on fait quand même des réhabilitations du patrimoine à peu près tous les 25 à 30 ans. Il y a une espèce de consensus des gens qui réfléchissent sur ce point, il me semble. C'est de dire ne faisons pas ça en deux étapes, mais essayons dans la mesure du possible déjà d'anticiper, voire d'aller directement vers... Mais je pense que si vous voulez, pour moi, la réponse, elle ne doit pas être systématique. C'est-à-dire, sur certains types de patrimoine, c'est plus pertinent de le faire en 2 fois, et en se disant on a la possibilité de réintervenir ensuite, parce qu'il y a aussi un pari à faire sur, voilà, bien malin qui pourrait dire aujourd'hui, voilà, en 2035 jusqu'en 2050, des sources d'énergie comme l'hydrogène, qu'en sera-t-il, voilà, des innovations techniques ou d'usage, qu'en sera-t-il. Donc c'est aussi, voilà, est-ce qu'on fige l'intégralité du patrimoine dès à présent sur une projection 2050, ou est-ce qu'on en fait une partie du chemin en se disant qu'on fera l'autre partie du chemin entre 2030 et 2050. Je pense que c'est quand même une question fondamentale, que de toute façon, la question des moyens va nous obliger aussi à nous poser de cette façon-là, parce qu'effectivement, je pense que les moyens financiers publics sont ce qu'ils sont, voilà, et que de toute façon, voilà, les trajectoires, elles vont être contraintes. Enfin, moi, je pense que les trajectoires, de toute façon, seront contraintes. Et à nous aussi d'être innovants pour trouver les bonnes solutions. Alors, Stéphane Dauphin évoquait des réflexions au sein de l'USH, parce qu'il y a la question, effectivement, à partir du moment où on met 90 000 ou 100 000 € sur un logement, effectivement, on lui donne une seconde vie. C'est quasiment, alors ça vaut, c'est pas de la reconstruction, c'est plus de la rénovation. Ça vaut effectivement de la reconstruction. Donc, est-ce que le type de financement n'est pas un financement plutôt équivalent à la construction ou à une deuxième vie, plutôt qu'un financement classique de réhabilitation? Donc je sais, puisque vous avez interpellé sur la Banque des Territoires, que la Banque des Territoires, avec l'USH, réfléchit effectivement à ces questions de financement, mais je ne vais pas les dévoiler là ce soir. Bon, on me parle dans l'oreillette et on me dit qu'il y a une conférence derrière. Je pensais qu'on était en fin et qu'on aurait pu déborder. Donc peut-être pas de mot de la fin parce qu'on est au début d'une formidable aventure très compliquée. Et en tous les cas, merci.